Le Togo se prépare pour la reprise des classes. Cette reprise devait normalement se tenir le 26 octobre à venir, mais le gouvernement, en tout cas, a décalé la rentrée pour les élèves. Ce sera désormais le 2 novembre prochain. Avant la reprise des classes, on le sait également, du côté des acteurs principaux de l'éducation, notamment les enseignants, les syndicats, il y a un certain nombre de revendications qui sont sur la table. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que les conditions sont réunies pour une rentrée effective et dans les meilleures conditions? Eh bien, c'est les questions que nous allons poser ce soir à notre invité, Yaovi Achou Acha. Bonsoir, monsieur Acha. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur de la CZ, la coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Merci d'être notre invité. On sait que vous rentrez très bientôt dans la fièvre de la reprise des classes. À l'heure actuelle, à quel niveau de préparation sommes-nous pour cette reprise des classes? Merci, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Effectivement, la rentrée, c'est dans quelques jours. Et comme il est de tradition, le gouvernement et les acteurs de l'éducation se rencontrent pour préparer cette rentrée-là. Ainsi, le 16 passé, le 16 octobre, on a eu une rencontre allant dans ce sens-là. Au cours de la rencontre, essentiellement, deux questions, deux points étaient à l'ordre du jour. Les préparatifs pour la rentrée, considérant le contexte de la pandémie et les préoccupations des partenaires sociaux, notamment les syndicats. Voilà, autour de ces deux points, on a débattu. Il y a des points qui ont trouvé solution. Il y a certains points qu'on a renvoyés pour une prochaine rencontre. Donc peut-être c'est l'occasion d'expliquer plus en détail. D'accord. Donc, premier point, les préparatifs autour de la reprise des classes dans le contexte de la pandémie. Comment ça s'annonce? Effectivement, les idées ont été jetées pêle-mêle. Chacun a dit ce qu'il pense être bien pour cette rentrée. Mais grosso modo, on peut retenir le fait que nous avions déjà fait l'expérience de la rentrée avec les préparatifs pour les examens que nous venons de finir. On va renforcer les acquis qu'on a déjà et essayer de faire cette rentrée-là en considérant cette fois-ci que nous allons avec tous les élèves. Nous n'allons pas seulement avec les élèves en classe d'examen. Ainsi, parlant des dispositifs de lavage de mains, dans certains points, il y a eu des difficultés. Vu l'expérience que nous avons traversée, dans certains points, il n'y a pas de l'eau. Quand bien même on a les dispositifs, sans l'eau, ça ne sert plus à rien. Et sur cette question, l'autorité a promis mettre des points d'eau dans des endroits où ces points d'eau-là manquent. Voilà un peu. Pour maintenant, les salles de classe, les bavettes. Au jour d'aujourd'hui, les bavettes sont obligatoires pour tous les citoyens. Et on est devant une situation où on est obligé de les avoir partout où on va, y compris dans les écoles. Donc nous devons les acquérir. Et il suffit que les chefs d'établissement puissent contrôler que ces bavettes existent, et pour les apprenants, et pour les enseignants. Parce que, quoi qu'on dise, on dirait un peu au Togo que nous sommes un peu protégés par Dieu, sinon la pandémie existe. La distance sociale qu'il faut respecter, c'est ça, c'est une question épineuse. C'est une question épineuse, mais nous avons fait des propositions en tenant compte des cas par rapport à chaque établissement. Il y a une certaine souplesse. Il y a des salles de classe qui peuvent contenir 45 à 50 élèves, mais la distance va être respectée. Il y a des salles, par contre, qui ne peuvent que contenir 20. Donc, tout responsable d'école doit prendre des dispositions en tenant compte des infrastructures pour que la distance sociale soit respectée. C'est ce que nous nous sommes dit à la réunion là, concernant essentiellement ce qu'il faut faire pour que la rentrée soit effective du point de vue sanitaire. Alors, quand on parle de distanciation sociale dans l'école,
j'allais dire africaines en général et togolaises en particulier, nous tous on a fréquenté, surtout dans les écoles publiques. Est-ce que ce n'est pas chimère de penser qu'on peut faire de la distanciation sociale dans une école publique? Le contexte nous impose cela. Il faut s'adapter. Et nous sommes obligés d'y arriver. Si vous avez peut-être une idée pour nous aider, parce qu'il s'agit de l'éducation, nous tous nous devons réfléchir pour que la pandémie ne passe pas par là. Ce n'est pas souhaitable. Ainsi, vous allez voir, ça va être compliqué, mais il y a une certaine flexibilité, comme je l'ai dit. Les écoles publiques où l'effectif est pléthorique, il y en a beaucoup, on en a beaucoup. Il y a des écoles même en temps normal où dans les classes on mettait 120, 110 élèves. Pour ces écoles, il y a une proposition d'opter pour le système de double flux. Matin et soir. Matin et soir. Un premier groupe va passer cette semaine dans la matinée, par exemple. L'autre second groupe vient dans la soirée. Et de manière rotative, on peut conduire les élèves jusqu'à la fin de l'année. Avec le même enseignant? Ça se fait déjà dans certains établissements. C'est vrai qu'en le faisant, on doit renforcer en termes d'enseignants. C'est pourquoi les syndicats ont plaidé et ont pesé de leur poids pour que le concours soit réorganisé. Le concours est déjà lancé, les dossiers sont déposés. La pandémie a fait qu'il y a eu arrêt. Voilà. Donc, il faut réactiver le dossier et faire effectivement passer le concours. Sur cette question, on nous promet que cela va se faire avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Mais la reprise des classes, c'est dans 2 semaines, si je ne m'abuse, 2-3 semaines à peine. Oui. Et puis, nous devons être réalistes. Aujourd'hui, tout de suite là, un concours ne peut pas être organisé et proclamé avant la rentrée. Ça, nous devons assumer et peut-être accepter cela. Et souhaiter que cela se fasse le plus tôt possible. L'autre chose qui est intéressante, c'est que le ministre a dit que les dispositions sont prises. C'est pourquoi il ne faut pas faire des choses aléatoires. Il ne faut pas mettre des milliards dans des projets qui ne dureraient pas. D'ici la fin de l'année, les salles de classe, les écoles vont pousser. En tout cas, on nous a laissé entendre. Ces promesses, j'ai envie de dire que ces promesses, ce n'est pas la première fois que vous les entendez, parce que on est rattrapé par une situation alors que ces revendications étaient posées avant. Il nous revient quand même de prendre l'autorité au mot. Nous ne pouvons pas, quand on nous fait cette déclaration, qui est une déclaration qui va dans le sens de ce que nous voudrions, balayer de revers la main ou bien nous dire que ces écoles, nous les voulons tout de suite et maintenant. Une école, c'est tout un projet, c'est un ensemble d'activités pour arriver à un produit fini. Nous nous disons, d'ici la fin de l'année, on a combien de temps? On a pratiquement 3 mois. Si je considère que nous sommes déjà en novembre. On a fini le mois d'octobre, donc il reste 2 mois. 2 mois. Si l'autorité le dit, 2 mois pour un acteur social qui doit faire le suivi, ça ne doit pas nous gêner. Le souhait, c'est qu'on arrive à le faire, comme ça a été dit. Bien, mais là, on est encore dans on est dans l'hypothétique. Dans la réalité actuellement, c'est-à-dire quand on reprendra les classes le 2 novembre, est-ce qu'on verra encore ces classes surbondées? Vous dites non. Maintenant, on va voir ce système de matin-soir. Est-ce que c'est le même enseignant ou bien, en tout cas, il va y avoir un renforcement en termes d'enseignantes? Oui, le même enseignant ne peut pas faire au-delà de ce qu'il faut faire pour être efficace. Vous comprenez? Les enseignants vont avoir leur heure réglementaire, ce qu'on faisait par le passé. Peut-être ceux qui faisaient en deçà vont voir leur heure augmenter. Mais quand on fournit trop d'efforts, on dépasse la norme en termes de volume horaire, cela a des incidences naturellement. Et le souhait, c'est que le système doit pouvoir s'adapter. On doit pouvoir trouver les ressources humaines qu'il faut
pour encadrer les enfants. Si on n'arrive pas à le faire, alors nous sommes défaillants. Nous ne méritons pas. Nous ne sommes pas à la hauteur. Et on doit tirer des conclusions. Donc, dire que il y a des ressources, il y a des diplômés au Togo. Oui. C'est vrai que par rapport au statut particulier, il faut professionnaliser le métier. Oui. Il faut avoir l'art, la capacité, l'aptitude d'enseigner. Il faut une vocation. Une vocation, oui. Mais il faut avoir tout le bagage qu'il faut pour pouvoir enseigner. Sur cette base, on peut trouver les gens aptes à le faire, histoire de lancer le concours pour les enrôler après. Alors, ce qui est un peu, j'allais dire, un peu paradoxal dans la question du recrutement, c'est que vous avez ces milliers d'EV qui sont là, qu'on ne régularise pas, et on cherche à régler un autre problème. Quelle est leur situation aujourd'hui? Oui, les EV servent énormément dans notre système. C'est vu la défaillance ou le manque de personnel dans certains milieux qui créerait ce corps-là. Oui. Sinon, en principe, dans le statut général de la fonction publique, on ne reconnaît que les fonctionnaires et les contractuels. C'est d'ailleurs pour cela que sur notre plateforme, nous avons été clairs qu'un concours puisse être lancé régulièrement pour absorber définitivement ce corps. Mais l'homme étant ce qu'il est, c'est vrai, les concours sont programmés, le nombre était arrêté, mais force est de constater que d'année en année, c'est des listes actualisées où le nombre est toujours, le nombre se gonfle toujours. Voilà. Donc, le système doit, par mécanisme, pouvoir absorber ce que nous avons actuellement et empêcher que d'autres puissent entrer dans le système par ce moyen de EV. Donc, nous disons, la CZ a pesé de tout son poids ensemble avec les autres fédérations sœurs et il a été acté que chaque année, un concours sera lancé pour absorber les EV. En 2018, cela l'a été. En 2019, ça a été lancé, sauf que la pandémie est passée par là. Et d'ici la fin de l'année, c'est un dossier qui est réactualisé pour que le concours puisse normalement avoir lieu. Alors donc, clairement, préparatif niveau rentrée, on peut dire qu'il y a quelques avancées, vous êtes plus ou moins rassurés. Sur le plan conditions pour faire cette rentrée-là en considérant la pandémie. Bien. Là, il y a d'autres plans, n'est-ce pas? Revenons à cet autre plan. Les revendications aujourd'hui. Vous avez un nouvel interlocuteur qui est le professeur Kokoloko. Je vais en venir tout à l'heure à la collaboration qui existe déjà entre vous, comment vous la jugez, mais est-ce qu'il a déjà pris, bon c'est vrai, vous me parlerez de continuité de l'État, mais est-ce qu'il a déjà pris connaissance de votre plateforme revendicative? Qu'est-ce qui est sur la table comme revendication aujourd'hui? Naturellement, lorsqu'on arrive à un ministère de cette hauteur-là, il faut tout de suite s'informer et toucher du doigt les dossiers urgents. Et je pense que le ministre, le professeur Kokoroko l'a fait. Il est informé que nous avons un statut particulier signé, adopté, et nous avons un protocole d'accord. Pour pouvoir bien gérer les acteurs sociaux, les fédérations, les enseignants, il faut pouvoir s'approprier ce document-là. Dès la nomination, j'ai laissé un message dans une presse en ligne en touchant ces deux points essentiellement. Et il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Il y a des choses qu'on peut faire à moyen terme et il y a des choses qu'on peut faire à long terme. Donc, nous avons eu des rencontres où on a déblayé le terrain, mais il faut le dire, nous ne sommes pas encore entrés en profondeur. La dernière rencontre, nous avons estimé que le cadre n'était pas approprié pour débattre de la question de la prime. C'est vrai on a parlé du protocole d'accord, les préoccupations des uns et des autres, puisqu'il y avait les parents d'élèves, il y avait les promoteurs des écoles privées, il y avait les responsables des écoles confessionnelles. Le groupe était tellement hétérogène que nous avions estimé que
ce n'était pas l'endroit approprié pour parler de la question de la prime. Parce qu'il y a un double problème par rapport à ce protocole-là. D'abord, l'interprétation, il faudrait qu'on s'accorde là-dessus. Et pour les parties non appliquées dues à la pandémie, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut relire le protocole et ensemble nous accorder sur certaines choses, clairement. Quand nous prenons les 2 milliards accordés en 2019, le gouvernement estime que cela devait se faire de manière ponctuelle. Ça veut dire qu'on vous donne 2019 et puis ça s'arrête là. Nous, les fédérations, telles que nous l'avons compris, nous disons un acquis reste un acquis. Quand on dit il y a eu augmentation dans le budget de 10 milliards et que un cinquième de ces 10 milliards vont permettre d'améliorer la prime, l'augmentation de 10 milliards là, c'est une augmentation qui est pérenne. Quel que soit le budget, ça prend en compte cette augmentation. Même si ça restait standard, c'est que c'est un acquis. C'est un acquis. Il faudrait qu'on puisse s'entendre là-dessus. Et maintenant, pour l'autre côté, s'il y a des difficultés, on peut trouver un moyen de juguler et puis d'amener les acteurs à faire cette rentrée-là sans problème. Quand on le dit, ce n'est pas forcément pour les responsables syndicaux, non. Mais les enseignants ont le protocole d'accord, ils lisent. Tu vas te trouver ridicule si tu donnes l'impression que tu comprends le gouvernement. Donc tu es ridicule devant les enseignants, tes représentants. Et quand tu donnes l'impression aussi que tu comprends les enseignants, de l'autre côté, c'est comme si tu es en train de faire un soulèvement au niveau de la base. Ça va nous aider tous. Je me dis, si nous trouvons une solution claire, courageusement à ce problème, et les enseignants vont gagner, et le gouvernement va gagner, et les élèves, par ricochet, les parents d'élèves, nous tous nous sortirons gagnants. Alors, c'est-à-dire que les 2 milliards, ça a été versé pour 2019? Bien sûr. C'est pour 2020 qui pose problème, c'est ça? Non, il faut comprendre l'accord en ce sens. Ça a été versé pour 2019. Je donne un exemple arithmétique. Les 2 milliards pour 2019, ça m'a permis d'avoir une augmentation sur ma prime. À supposer que cette prime était de 30 000. Les 2 milliards ont fait que mensuellement, ça m'amène à 32 000. Un exemple. On est d'accord? Bien sûr. Donc, naturellement, en 2020, 2025, j'aurai les 32 000. Il n'y a pas de problème. C'est de ça qu'il est question. Mais ce qui est dit actuellement, c'est comme j'ai les 32 000 en 2019 et en 2020, je retourne à 30 000. C'est ça ce qui est. C'était justement à ça que je voulais en venir. C'est-à-dire comment le gouvernement justifie ça? C'est un manque de moyens ou le contexte de la pandémie a eu... On nous dit c'est comme ça, l'accord. Ok, donc vous ne vous êtes pas entendu à la base. C'est comme ça l'accord, mais chacun, à un moment, a commencé la divergence d'interprétation. Les tests de sa manière. Mais les camarades enseignants doivent garder le calme. Parce que dans le protocole d'accord, il y a des voies et recours pour résoudre ces genres de problèmes-là. Donc, quand un enseignant va se dire, puisqu'on l'a entendu sur des réseaux sociaux, est-ce qu'un accord peut être encore discuté? Dans le syndicalisme, c'est une perpétuelle discussion. Dans l'accord même, on vous dit que vous allez vous retrouver tel moment, à tel moment, à tel moment, pour voir comment telle chose va s'appliquer. Quand on est sur le terrain à la base, on ne sait pas, l'envergure ou les responsabilités que les responsables supportent. Et quelqu'un peut tout de suite vouloir que tu fasses chambouler tout de suite et maintenant pour une solution. Mais quand tu prends le temps d'analyser, de négocier, de faire le lobbying que tu peux faire pour que vous ayez une solution, parce que l'efficience passe par là aussi. Si on peut avoir une solution sans aller en mouvement, je pense que c'est la meilleure des choses. Nous tous, nous gagnons en énergie. C'est au pire des cas, quand on va comprendre que la mauvaise foi veut siéger, là, nous prenons nos responsabilités. Le souhait, c'est qu'on puisse s'entendre.
Et maintenant, les modalités de rattraper ou de régler, ça aussi, ça se discute. Alors, au-delà de ça... Au-delà de ça, oui. En 2020, l'accord dit qu'on devait s'entendre après le vote du budget. On devait s'entendre pour voir ce qui va être fait de manière globale. Autant les infrastructures que ce qui peut permettre naturellement d'améliorer la prime des enseignants. Oui. Mais en 2020, nous avions compris que, vu le contexte, la grande surprise qu'on a eue, il ne nous appartenait pas, au moment où tout le monde était caché dans sa chambre, de sortir pour réclamer ces genres de choses. Bien sûr. Et vous avez vu ce que les enseignants ont apporté comme appui pour qu'on puisse régler la pandémie Covid-19. Oui. Aujourd'hui, nous vivons avec la pandémie. Ça, si on se comprend. Bien sûr. Les choses se sont calmées, la peur a diminué. Mais on doit pouvoir courageusement reposer les problèmes et trouver ensemble des solutions. Alors, en tout cas, c'est les éternelles questions de primes, on les connaît. Mais j'ai cru lire il y a quelques jours, vous me corrigerez si je me trompe, qu'il y a une nouvelle revendication sur une prime de risque d'infection à Covid. C'est exact ou... Naturellement, les enseignants, en tout cas, nous estimions que nous sommes exposés. Quand on ne peut pas confiner ici plus de 20 personnes, vous êtes seul avec moi, on a plus de 3 mètres de distance. Peut-être votre collaboratrice qui est de l'autre côté, elle fait plus de 10 mètres de vous. Mais quand moi je vais reprendre, c'est dans les allées. Je suis dans un groupe de plus de 50 ou 40 apprenants. En faisant ces calculs-là, les enseignants sont en droit de dire la prime Covid. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop? Voilà. Mais est-ce là le problème? C'est vrai que les enseignants revendiquent cela. Et c'est légitime. Ça peut faire objet de discussion. Alors, il faudrait que le gouvernement courageusement dise, voilà, il y a tel problème que j'ai déjà avec vous. Et je vais vous prier de mettre en veilleuse la question de la prime Covid. On va faire un effort sportivement pour résoudre ensemble la question peut-être des 2 milliards de 2019, voir ce qu'on vous doit en 2020 et à telle période ou au bout de telle période, on peut revenir sur la prime Covid. Mais jusque-là, nous prions que vous soyez épargnés de cette maladie et que vous puissiez assumer votre rôle comme cela se doit. Voilà une façon simple de résoudre le problème. D'accord. Alors donc, aujourd'hui, on peut dire quand même que tout reprendra sereinement, où il y a quand même des risques de mouvement. Vous savez, nous avons opté pour une nouvelle façon de faire, en faisant confiance aux partenaires. C'est pourquoi, depuis un certain moment, vous avez vu notre la responsabilité que nous avons prise. Mais au bout d'une certaine période, ça nous rattrape. La pression, quand tu dis calmez-vous, ça va venir. Nous sommes en négociation, nous sommes en discussion. C'est que vous voulez respecter les étapes et les procédures qu'il faut. Pour ne pas être taxé un jour de va-t-en-guerre ou ceux-là qui, à chaque occasion, sortent l'arme ultime pour tirer. Même dans l'armée, ce n'est pas bien pour un officier qui dégaine à chaque fois. C'est pas bien. Donc nous ne voulons pas être à l'image de ces officiers-là. Et les camarades nous ont compris depuis un certain temps. Il faut reconnaître que ce n'est plus la même chose quand on sent que la rentrée arrive. La pression s'élève. Et il faut pouvoir gérer cette situation. Ça fait partie des compétences aussi. Il faut pouvoir gérer je sais pas, la colère là. À un moment, on peut toutefois faire la rentrée. C'est possible, sans qu'il y ait un mouvement à la rentrée. Mais c'est un processus le reste du temps. La rentrée, c'est pratiquement 9 mois. Tout ce temps-là, on ne peut pas continuer par faire du surplace lorsqu'on sait ou on est conscient qu'il y a un problème réel.
D'accord. Venons-en maintenant, hein, il reste juste 2 ou 3 minutes. La collaboration avec le nouveau ministre Doji Kokuruko, c'est un universitaire qui est venu donc dans ce que nous on appelle un secteur très difficile, l'enseignement. Pourquoi Bon, on connaît ce qu'il y a là-bas, les enjeux. Est-ce que pour ces débuts, les premiers pas sont rassurants? Vous comprenez très bien? Non, il faut reconnaître. Nous avons bien compris le ministre Acha-Deji qui est sorti, qui à tout temps faisait les rencontres et qui laissait entendre que pour lui rien n'est impossible. Oui. Il est parti, le nouveau ministre est là, le professeur Kokoroko, qui est aussi disponible pour les négociations et ouvert pour tout problème que vous posez. Oui. Il est arrivé, il a posé certains actes. En tout cas, il a achevé l'acte que Acha-Deji avait commencé en nommant de nouvelles personnes au niveau des administrations. Les retraités sont rentrés à la maison. C'est déjà une bonne chose. Oui. Oui. Il a pris à bras le corps le protocole d'accord et a promis de négocier auprès de ses pairs pour que nous puissions trouver une solution. La dernière fois, il a rassuré qu'une rencontre aura lieu avant la rentrée par rapport à la question-là. Et nous arrivions par ces moyens-là à communiquer avec les camarades. Nous leur disons de garder leur calme. C'est vrai, on peut être pressé dans certaines situations, mais quand vous êtes devant un interlocuteur qui vous dit « j'ai pris, j'ai compris, je vais lire, je vais poser le problème, donnez-moi un tout petit temps », il serait responsable d'accorder ce temps. Parce que, quoi qu'on dise, les échéances sont données. Et quand on dit échéance, c'est que nous allons vivre et observer ce qui va se faire, tirer des conclusions et voir sur quel pied il faut repartir. Sinon, nous souhaiterons que le ministre ait des solutions, là où cette solution-là se trouve, pour que la collaboration puisse être renforcée, que dans le système, on n'apprenne nulle part, quand on va commencer, qu'il y a mouvement, ni en début de cette rentrée, ni au beau milieu, ni à la fin. Ça, c'est notre préoccupation, nous tous. Ce qui rassurerait beaucoup de parents que nous sommes. Yaovi Achouacha, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci. Coordonnateur de la CZ, on a parlé donc des conditions de reprise de la rentrée. On va partir tout de suite pour la pause. Et puis, juste derrière, après le journal, regard croisé.